Salut à tous, c'est Dorian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler des résultats du troisième trimestre 2022 de l'entreprise Apple. Du coup dans la première partie je vous montre les points importants que je retiens des résultats et dans la deuxième partie on rentre un petit peu plus en détail sur la performance de l'entreprise, ses indicateurs financiers et enfin en fin de vidéo je vous donne mon avis personnel sur le prix auquel j'aimerais acheter l'action sachant que je suis déjà actionnaire de cette entreprise depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude je vous ai fait un mind map qui va nous permettre un petit peu de récapituler les points importants qu'il y a eu lors de ces résultats et aussi je tenais à vous dire que je vous fais cette vidéo parce qu'en fait j'ai fait un sondage sur Instagram et donc c'est l'action qui a eu le plus de votes parmi les actions que j'ai proposées pour faire une vidéo. Et si ça vous intéresse, je poste pas mal de contenus différents sur Instagram. Et donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Je vous demande souvent quel type de vidéo vous aimeriez que je fasse. Je réponds aussi assez souvent aux messages directs, aux DM si on me demande. Du coup voilà, écoutez, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram si ça vous intéresse. Je vous ai mis le lien dans la description. Alors on va quand même se faire un rappel rapide de ce que fait l'entreprise, même si je pense que c'est une entreprise assez connue quand même. Vous avez ici le 10K qui est le document officiel publié au niveau de l'autorité des marchés financiers aux États-Unis et donc tout le monde peut le télécharger, ce sont des informations officielles. Donc voilà, Apple c'est une entreprise qui vend principalement des produits et des services, donc ils vendent les fameux iPhones qui sont très connus, aussi les ordinateurs Mac, les iPads et de nombreux autres accessoires comme les télés, les AirPods, les Apple Watch, etc. Et après ils ont une grosse partie service dans laquelle ils font tout ce qui est publicité, les assurances Apple, les services de cloud, tout ce qui est digital content, donc tout ce qui est aussi la publicité, Apple TV, etc., l'Apple Store ici pour les frais, et enfin ils ont tout ce qui est paiement avec Apple Card notamment. Maintenant qu'on a parlé de leurs deux principales activités, on va aller voir quand même une répartition. Donc là, si vous allez directement dans les documents financiers, vous voyez qu'en fait, ils font 316 milliards de CA sur un an au niveau des produits contre 78 sur les services. Donc en gros, on a 4 fois plus de revenus sur les produits contre les services, sachant que historiquement, cette entreprise vend des produits et de plus en plus ces dernières années, surtout depuis 2014-2015, l'entreprise a essayé de commencer à se diversifier, de ne pas faire que vendre des produits, mais aussi évidemment des services, puisque les marges sont plus élevées là-dessus. Quitte à être sur les documents financiers, on va aussi aller regarder rapidement le cash flow statement parce que je voudrais vous montrer pour plus tard au niveau des dividendes et des rachats d'actions. Donc on voit que l'entreprise, elle a versé pour 14 milliards 800 millions de dividendes et elle a racheté en actions pour 89 milliards. Donc clairement, on est sur une entreprise qui génère énormément de cash. D'ailleurs, là, ici, on a le cash généré par les opérations. Et une grosse partie de ce cash est reversée aux actionnaires, certes, via un petit dividende, on en parlera à la fin, mais aussi et surtout via du rachat d'actions. Donc l'entreprise rachète des actions sur le marché avec l'argent qu'elle génère, ce qui fait que vous avez moins de parts du gâteau qui représente le prix total de l'entreprise. Et donc forcément, ça fait monter le cours de l'entreprise en bourse. Et donc au final, c'est du retour sur investissement déguisé. Et sachez que c'est quelque chose qui me plaît énormément de voir ce genre de choses, puisque l'entreprise a conscience qu'il faut aussi faire du retour sur investissement pour les investisseurs, et elle n'est plus forcément dans une phase de croissance énorme. C'est une entreprise très mature Apple, et ils vont réinvestir certes, mais ils vont aussi reverser beaucoup des bénéfices aux actionnaires. Très bien, donc passons maintenant au mind map. Donc l'entreprise, elle est montée de 7,5% en bourse suite à l'annonce des résultats du troisième trimestre. D'ailleurs, si on va sur le graphique, on devrait le retrouver. Ouais, on va être ici, 7,4, 7,5 à peu près. Et c'est une entreprise, sachez que moi, j'ai acheté il y a assez longtemps, je l'ai acheté dès août 2019, de souvenir, ou début 2019. Et donc, vous voyez que personnellement, j'ai un coût de revient bien plus bas que l'action. Et historiquement, si vous regardez l'entreprise, c'est une entreprise qui a eu une performance exceptionnelle. Si je passe ici, on va passer en mensuel. Voilà, on voit que l'entreprise a quand même eu une performance exceptionnelle depuis qu'elle est en bourse. Alors ensuite, un des commentaires qu'il y a eu, c'est que la demande mondiale reste très élevée pour ce qui est le haut de gamme. Donc les iPhone 14 Pro ou les Max, je ne sais plus le nom, ils se sont clairement beaucoup mieux vendus que les versions de base. En même temps, c'est pas étonnant quand on met plus de 1000 € dans un iPhone, hélas, ou tant mieux peut-être, on n'est plus à 200 € près pour acheter le top du top, puisque de toute façon, si on va chez Apple, c'est qu'on veut clairement de la technologie, que c'est quelque chose qui nous intéresse. À préciser aussi, c'était intéressant, je trouve, c'est que l'action a eu sa journée la plus performante depuis avril 2020, donc en gros depuis le crash qu'on avait eu à cause de la pandémie. Donc voilà, c'est une entreprise qui quand même en bourse se comporte plutôt pas mal par rapport au marché, même si je repasse en journalier, on va quand même voir que l'entreprise, elle a corrigé ces derniers mois,
Attendez, je vais vous le faire en direct. Donc voilà, si on vient à peu près ici sur les plus hauts et qu'on descend, donc on voit quand même que l'entreprise a dû corriger autour de 13-15% depuis les plus hauts, mais c'est clairement une entreprise qui se comporte bien par rapport à beaucoup d'autres entreprises sur le marché en ce moment. Ensuite, l'entreprise, elle a augmenté ses revenus de 8% d'une année sur l'autre, ce qui n'est pas si mal pour une entreprise aussi mature, même si certes on n'est plus dans une très grosse phase de croissance qui serait par exemple au-delà de 10%. Et ce chiffre, vous pouvez le vérifier facilement d'ailleurs si vous allez directement dans les documents financiers et que vous prenez une calculette. Si on fait un 394 milliards et qu'on divise ça par 365 milliards, on va retrouver, ok, bon, 79, on retrouve nos fameux 8% qui ont été indiqués. Ensuite, on a tous les revenus détaillés et je voulais vous les montrer parce que selon les segments, on va voir qu'il y a des grosses différences. Donc tout d'abord, ils ont eu des résultats nets un petit peu meilleurs que prévu, ce qui a aussi fait que l'action elle est montée en bourse. Ensuite, le chiffre d'affaires total, on retrouve nos fameux 8,1%. Au niveau des iPhones, on a une augmentation qui est quand même de pas loin de 10% d'une année sur l'autre sur les revenus. Bon, ils ont vachement augmenté le prix de leurs iPhones, donc ça se retrouve ici aussi. Par contre, on voit qu'ils ont été un petit peu plus bas que les estimations. Ensuite, sur les Mac, donc les ordinateurs, augmentation de 25% d'une année sur l'autre, ça c'est excellent. Ensuite, sur les iPads, ça baisse un petit peu de moins 13%, donc là, c'est un petit peu moins encourageant. En même temps, c'est pas le plus gros de leur business, donc moi ça m'inquiète pas trop et je peux comprendre que ce soit quand même quelque chose d'assez anecdotique. Tout le monde n'achète pas un iPad par rapport à un iPhone, mais encore une fois, faut pas non plus dire que c'est bien quand c'est pas bien. On aimerait se voir ce chiffre en hausse et puis le chiffre n'est pas en hausse, donc il faut pas non plus le cacher. Ensuite, si on va sur tous les autres produits, donc les Apple Watch, les AirPods, etc., on voit qu'on a fait une augmentation de presque 10%, donc c'est très bien. Et c'est là que le bas blesse, c'est sur les services, on va en parler un petit peu plus tard. On a fait seulement 5% et ça faisait de très nombreuses années que l'entreprise n'avait pas été sous les 10% de croissance. Et ça, c'est quand même pour moi un red flag, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller et j'en parle juste après. Et enfin, on voit qu'au niveau de la marge brute, ils sont au niveau des estimations, on est sur du 42%. Donc là, déjà, vous voyez qu'effectivement, on n'est pas sur une entreprise qui fait que du logiciel, comme par exemple, on peut citer un Google, un Adobe, etc. On est quand même sur une entreprise qui vend, comme on le voyait au début, massivement. Attendez, c'est ce graphique-là. Voilà. On voit qu'on est sur une entreprise qui fait quand même beaucoup plus de produits physiques, donc moins de marge que des services ou du logiciel. Donc rien d'étonnant non plus. Ensuite, le prochain commentaire que je trouve extrêmement intéressant de la part de Tim Cook, qui est le CEO, c'est que le chiffre d'affaires, il aurait été à 2 chiffres, donc 10% et plus si on n'avait pas eu un dollar aussi fort. Et ça, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, le dollar en ce moment, il est très fort. Si vous regardez par rapport au début de l'année, là si on va en janvier à peu près, on voit que le dollar a explosé de plus de 15% par rapport aux autres monnaies mondiales. Ce qui fait que forcément, quand vous vendez des iPhones en Chine, en Europe, à travers le monde, eh bien, vos revenus en dollars sont plus bas puisque votre dollar est plus fort et vous vendez en monnaie locale, que ce soit en yuan, en euros, en yens, en pesos ou je ne sais. Donc c'est quand même encourageant que l'entreprise ait réussi à tenir ses 8% malgré un dollar aussi fort. Et sachez que si le dollar vient à baisser, ça va être très bon pour ces grosses entreprises qui sont internationales. On peut penser aussi par exemple au Google, au Facebook, à toutes ces entreprises qui ont un business à travers le monde et qui sont aux États-Unis. Si le dollar vient à baisser dans les mois qui arrivent, c'est pas du tout certain. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu pour savoir si le dollar va monter ou baisser. Mais si le dollar venait à baisser, c'est un signe encourageant. Et si le dollar continue à monter, c'est l'inverse. Ce n'est pas forcément un bon signe pour ces entreprises. Prochain commentaire que je voulais souligner, c'est le ralentissement des embauches. En fait, ils sont en train d'être prudents puisqu'on pense qu'on va rentrer ou qu'on est déjà en récession aux États-Unis. Et donc, récession, risque de récession plus les taux qui augmentent, ils ralentissent les embauches, ils ne les diminuent pas, ils ne font pas de licenciement. Par contre, ils sont très picky, ils font très attention aux personnes qu'ils embauchent et ils embauchent vraiment le minimum tout simplement pour être dans une situation plus stable en cas de récession. Donc maintenant passons au problème dont je vous parlais sur les services. En fait, si vous prenez en augmentation d'une année sur l'autre, en year over year, sur le trimestre d'avant, donc le deuxième trimestre, on était à 12% sur les services et là on vient de dégringoler à 5%. Et le problème, c'est que, on va le voir juste après, dans les questions qui ont été posées, etc., globalement, ils évoquent pas trop ce qu'ils pensent qui va se passer dans le futur. Et donc, c'est quelque chose qui, moi, m'inquiète pas forcément, puisqu'ils peuvent se reprendre, mais j'étais pas non plus rassuré, puisqu'ils n'ont pas avancé vraiment des actions et des arguments précis. En action corrective, ils ont mentionné évidemment l'augmentation du prix des abonnements, la publicité. Et encore attention, la publicité, je rappelle que sur Google, Facebook, etc., on a vu des gros ralentissements des budgets publicité des entreprises. Et enfin, ils ont parlé aussi de nouveaux frais de développement, d'augmenter les frais. Mais on voit qu'ils ont assez peu de leviers pour augmenter en fait les services, si ce n'est que comme ils précisent, là je vais directement au dernier commentaire, que les utilisateurs d'Apple sont fidèles et donc ils ne voient pas non plus
que le chiffre d'affaires vienne à baisser. Par contre, même si on ne baisse pas, on peut quand même avoir un ralentissement de la hausse. Et c'est pas quelque chose pour moi de très rassurant. Et l'autre point aussi que j'ai mis juste au-dessus, j'aurais pu le mettre en dessous, c'est que justement depuis le troisième trimestre 2021, eh bien, cette augmentation du chiffre d'affaires des services ne fait que baisser. Et donc je pense quand même qu'il serait important de voir à un moment une inflexion et qu'on puisse repartir à la hausse, mais pour l'instant c'est pas le cas et donc je tenais à le préciser. On passe maintenant à la deuxième partie de tout ce qui est performance de l'entreprise, indicateurs financiers. Donc tout d'abord, on va regarder la croissance des revenus historiquement de Apple. Et donc on voit, et ça je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, c'est un business cyclique. Si on est en récession, si les personnes viennent d'acheter un nouvel iPhone qui a été révolutionnaire, comme ça avait été à un moment le cas, je crois que c'était entre la 6e et la 7e génération, ou la 7e génération et l'iPhone X. Donc voilà, on peut avoir du cyclique d'une année à l'autre, il peut avoir plus ou moins de ventes. Cependant, si on regarde quand même sur le long terme, l'entreprise a une très belle croissance. On passe de 50 milliards en 2010 à 380 milliards en 2022. Donc il n'y a rien à dire, leur croissance sur le long terme est excellente. Ensuite, on passe au profit margin. Et là, clairement, l'entreprise, historiquement, on voit qu'elle s'est toujours baladée au-delà de 20, entre 20 et 22. On a eu une explosion ces dernières années, mais là, par contre, vous voyez, on est en train d'avoir un point d'inflexion et en train de repartir à la baisse. Je ne pense pas que l'entreprise redescendrait sous les 20. Par contre, moi, si un jour je devais refaire mon analyse, etc., je prendrais une marge autour des 20-22% et je ne m'amuserais pas à aller mettre des 25% parce que sur le long terme, a priori, la moyenne historique, elle est plutôt autour des 20-22%. Ce qu'il ne faut pas me méprendre est excellent pour une entreprise qui fait, comme on l'a vu, seulement 20% de ses ventes en service et plus de 80% de ses ventes en produits, donc des produits physiques qu'on fabrique en usine, avoir plus de 20% de marge nette, c'est excellent. Ensuite, on va aller voir les ratios sur les prix. Donc le PI, historiquement, il se balade autour de, on va dire, vous voyez, 10-15. Il y a de nombreuses années de ça, on parle d'avant 2019, et moi, vous voyez, quand je l'avais acheté en 2019, j'étais sur un PI autour de 16-18. C'est là que j'ai acheté presque toute ma position, et sachant que pour information, j'ai une position, je crois, à 4700$ et avec un gain latent de 137%. Par contre, si on continue, on voit que le PI a bien explosé après 2020 et aujourd'hui il redescend au niveau là, des 22-23, ce qui pour moi est quand même encore élevé pour une entreprise qui est sous les 10% de croissance annuelle. Cependant, comme on va le voir, c'est une entreprise qui a d'autres qualités, comme on le disait notamment avec le dividende et le rachat d'actions. Et donc forcément, quand vous avez une entreprise qui a un tel historique de performance et qui en plus est quand même solide, une belle position en cash et bien gérée, bah forcément la qualité se paye un petit peu. D'ailleurs, quand je vous parle de croissance, on peut aller voir rapidement sur Finviz et on voit que historiquement, on a eu sur les 5 dernières années une croissance du CA de 11%. C'est pas mauvais, c'est pas non plus exceptionnel, c'est quand même bien pour une entreprise aussi grosse, une telle entreprise qui vaut plus de 2 trilliards de dollars et qui est une entreprise ancienne. Cependant, on a vu qu'on a fait que 8% là sur ce trimestre, donc ça ralentit, c'est normal, comme je le disais, on ne peut pas s'attendre qu'une entreprise aussi grosse ait une telle croissance. Par contre, comme on le voit, c'est aussi une entreprise sur laquelle on donne quand même, d'après les analystes, une croissance sur les revenus nets de presque 9% sur les 5 prochaines années. On verra s'ils y arrivent. Et voilà, on a un dividende, etc. Ça, on va en parler plus tard, mais ça vous montre un petit peu le résumé. Passons maintenant à l'historique sur les prix par rapport aux revenus bruts, donc au chiffre d'affaires. Et là, on voit pareil qu'historiquement, l'entreprise, elle se baladait autour des 3-4, et ces dernières années, elle a explosé. Et on retrouve encore une fois cette explosion de l'entreprise en bourse qu'on a eu depuis 2020. Si on prend ici, allez, les plus hauts avant la pandémie jusqu'ici, on a fait un x2 en gros sur l'entreprise. Par contre, elle n'a pas fait un x2 sur les bénéfices, et donc on retrouve ces ratios qui forcément ont explosé. Si on continue sur les ratios, on peut aller voir aussi le price to free cash flow, et on va retrouver la même chose. L'entreprise, elle se baladait entre 10 et 20, ce qui honnêtement est plutôt bon pour une entreprise qui a un bon cash flow et qui est très mature et qui génère du cash avec plus de 20% de marge nette comme on l'a vu. Cependant, ces dernières années, encore une fois, elle a explosé et depuis plus de 2 ans, on n'arrive pas à l'acheter sous un ratio qui serait en dessous de 20 à 30 sur un price to free cash flow, donc un prix par rapport au flux de trésorerie disponible. On va passer maintenant juste aux dividendes pour vous le montrer. C'est une entreprise qui paye un dividende croissant depuis de très nombreuses années et de la même façon, vu que le prix de l'action a explosé en bourse ces dernières années, on voit qu'à l'époque, on l'achetait à plus de 1% de rendement au moment de l'achat et aujourd'hui, on est autour de 0,5. Donc encore une fois, c'est moins impressionnant et ça me pousse un petit peu à dire que l'entreprise est non pas extrêmement chère, mais elle n'est pas non plus donnée en ce moment à mon avis. On va aller voir rapidement sur TipRanks avant de faire la conclusion pour avoir l'avis des analystes. Donc on voit que les analystes sont quand même plutôt à l'achat sur l'entreprise
et ils ont 22 recommandations d'achat contre 5 recommandations de conserver et 0 recommandation à la vente. Et on voit que sur le prix moyen, les analyses donnent un potentiel à la hausse de 15% avec un prix target à 179 $, sachant qu'on est à 155 $ aujourd'hui. Alors passons à la conclusion et qu'est-ce que je pense d'Apple au final. Comme vous le savez, en fait, j'ai cette entreprise dans mon portefeuille depuis de nombreuses années avec une valeur actuelle de 4 700 $ et avec un gain latent de 137% au moment de cette vidéo. Alors je vous dis ça seulement parce que ça impacte mon jugement et l'avis que je vais vous donner juste après, et non pas pour vous dire que j'ai un super gain. À vrai dire, je m'en moque, j'ai pas prévu de la vendre. Mais en effet, si vous voulez, moi je suis déjà exposé sur cette entreprise à un bon pourcentage dans mon portefeuille, et donc forcément ça va me pousser à être un petit peu plus pointilleux sur combien je serai prêt à payer. On voit globalement qu'on est sur un PI quand même autour de 25, un price to free cash flow au-delà des 20, et moi j'aimerais plus être autour, on va dire, d'un PI de 16, 18, peut-être 20, et un price to free cash flow autour de 12, 13, 15. Donc ça ferait qu'il me faudrait une décote qui serait de au moins 20% sur l'action, et donc ça devrait nous ramener certainement autour des 115 $ par action si je venais à l'acheter. Évidemment, je tiens aussi à le dire, si je viens à repasser à l'action sur cette entreprise, eh bien je reconfirmerai tous mes chiffres et je referai une analyse complète dans un Excel pour justifier mon achat et dans le futur me retourner pour être capable de voir pourquoi je l'avais acheté et ne pas paniquer. Et par contre, vous voyez, d'un autre côté, si j'avais pas cette excellente entreprise en portefeuille et qu'elle m'intéressait, eh ben, je serais peut-être un petit peu moins pointilleux sur le prix de l'action et je pourrais par exemple ouvrir une toute petite position, quitte à la renforcer si ça venait encore à baisser, sachant que vu qu'on est dans un marché très volatile, et ben ça pourrait encore baisser sans problème. Évidemment, je le répéterai jamais assez, mais je vous donne en aucun cas des conseils, et si je vous dis ça à chaque fois, c'est tout simplement parce que si vous ne faites pas vos propres recherches et si vous n'avez pas confiance dans les fondamentaux et si vous ne savez pas pourquoi vous achetez l'action, si elle vient dégringoler, vous allez la vendre, vous pourriez perdre de l'argent et au final, vous êtes la seule personne qui vous conseille, donc n'écoutez personne. Moi, je suis là pour vous donner un avis, mais allez chercher plein d'autres avis, faites-vous, forgez-vous votre propre avis, et après, prenez vos décisions, peu importe qu'il s'agisse de l'action Apple ou de n'importe quelle action. Le dernier point que je voulais préciser, et ensuite on en finit pour aujourd'hui, c'est que l'entreprise, elle pèse quand même 6,8% de l'indice S&P 500. Ce qui veut dire que si vous êtes exposé au S&P 500 sur un ETF, en fait, vous avez déjà beaucoup d'argent certainement en pourcentage sur Apple. Donc c'est aussi à prendre en compte. On n'est pas forcément obligé de la mettre dans un portefeuille individuel quand on sait qu'elle pèse autant dans le S&P 500. Moi, je l'ai fait à l'époque puisque je trouvais qu'elle était à un très bon prix, mais au jour d'aujourd'hui, je me poserai un petit peu plus de questions. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos et si vous êtes nouveau sur la chaîne. Mettez un like et activez la cloche, ça vous permet de voir les prochaines vidéos et ça permet aussi de toujours faire grandir la communauté. Sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée et on se voit dans la prochaine vidéo.